Le corps humain est capable de tout faire. Clairement, la science ne sait pas. Et c'est pour ça notamment que ça fait débat depuis très longtemps. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans la vidéo qu'il ne faut pas louper si vous êtes pratiquant de fitness et notamment si le soulevé de terre vous intéresse. Cette vidéo fait suite au débat que j'observe depuis longtemps sur les réseaux sociaux entre d'un côté Frédéric Delavier et de l'autre les zététiciens. Grande discussion pour savoir si l'on peut soulever avec un dos rond. Alors pour ceux qui ne l'auraient pas suivi, depuis quelques temps on assiste maintenant à un véritable match de boxe, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram. Dans le coin rouge, spécialiste de la morpho-anatomie, auteur de best-sellers sur la morpho-anatomie au service de la musculation et vendu dans le monde entier, j'ai nommé Monsieur Frédéric Delavier. Dans le coin bleu, coach sportif titulaire d'un BPGEPS et youtubeur, j'ai nommé Gaïs Galea. Désolé pour la prononciation, alias Geek & Fit. Dans ce combat, je laisserai Thomas Durand sur le côté, ce mec ne m'intéresse pas du tout. Dans ce débat houleux qui existe maintenant depuis de nombreuses années, la question est posée, peut-on soulever au deadlift avec un dos rond? Alors restez bien avec moi jusqu'à la fin de la vidéo, je suis persuadé que je vais vous livrer des informations intéressantes qui vont vous permettre à votre tour de vous faire votre propre avis. Et ne vous attendez pas à ce que je vous dise que l'on peut tirer ou que l'on ne peut pas tirer. Parce que après avoir rassemblé la science, après avoir rassemblé le terrain, l'expérience, avoir mixé toutes ces informations pour essayer de vous livrer quelque chose de convenable et avec du recul, eh bien je pense que la meilleure réponse à cette question est « ça dépend ». Allez, let's go, intro. Alors, recontextualisons un tout petit peu. Lorsqu'il y a débat, il y a toujours deux idées qui s'opposent. Et ces idées, elles dépendent de votre passé, de votre expérience, de vos émotions, parce qu'en fait, oui, tout ça, c'est la même chose. Et puisque nous avons un passé différent, des émotions, des expériences différentes, eh bien, les idées que l'on avance durant un débat, elles sont bien sûr différentes. Et ça, c'est pas grave, c'est le principe d'un débat. Chacun a le droit de donner son avis. Cependant, pour un bon débat, il faut déjà comprendre que notre passé est différent. Il faut déjà savoir de quoi on parle. Alors, lorsque j'ai fait mes recherches et que j'ai analysé les deux comptes youtubeurs, d'un côté Frédéric Delavier, de l'autre Geek & Fit, j'ai pu observer deux grandes tendances. Alors bien sûr, je généralise, mais c'est beaucoup plus facile pour comprendre l'idée qui sous-tend derrière. Frédéric Delavier est issu du monde du terrain et Geek & Fit est issu du monde de la science. Je pense qu'un des gros problèmes aujourd'hui de la kinésithérapie, c'est la science. Geek & Fit a beau dire qu'il est coach sportif avec un BPGEPS, sa manière d'aborder les sujets dans les vidéos ressemble un peu plus à celle d'un kiné. Donc revenons maintenant sur nos kinés. Aujourd'hui, ils ne jugent plus que par la science. On le voit très bien lors de nos formations que l'on donne maintenant depuis 7 ans à travers 4 pays différents et notamment on donne nos formations aux kinés et donc on est en droit de poser cette observation. Et le problème quand on omet le terrain, c'est qu'on se déconnecte complètement de la réalité du mouvement. Non seulement parce que les études scientifiques sont blindées de biais cognitifs, et parce qu'aussi, il faut bien lire les études scientifiques, pas seulement l'abstract, il faut lire complètement l'étude, et en même temps se rendre compte de l'échantillon. L'échantillon, c'est simplement le nombre de personnes qui est utilisé pour ces études. Et quand vous avez une étude scientifique qui est faite avec un échantillon de 4 personnes, autant vous dire que sa représentation dans la réalité sur le terrain n'est absolument pas à prendre en compte. La relecture par les pairs aussi, qui est souvent avancée dans le monde scientifique, souvent a une connotation plutôt d'intérêt ou une connotation financière plutôt qu'une connotation objective. Et puis après, la conclusion d'une étude scientifique, il faut normalement la prendre de manière objective et arriver à la transposer dans la réalité. Et là, dans la traduction ou dans l'interprétation de la conclusion, là, c'est un petit peu libre à chacun. Donc, vous comprenez avec ces différentes raisons qu'on peut se méfier de la science. Mais pour autant, c'est la seule manière de pouvoir prouver que selon une situation de départ, on émet une hypothèse et cette hypothèse est validée ou invalidé. Et l'avantage, c'est que vous avez un protocole qui est mis en place, je peux répéter ce protocole et voir si, dans d'autres conditions, avec le même protocole, j'obtiens le même résultat. Donc, important de comprendre qu'une étude scientifique démontre quelque chose dans une réalité propre, et ça ne veut pas dire que l'on peut en faire une généralité, une règle universelle et l'adapter à tout le monde. Donc, la science, oui,
Mais attention, à l'inverse, les personnes qui sont 100% terrain et qui omettent la science font exactement la même erreur de l'autre côté. Ce n'est pas parce que votre réalité, votre situation vous montre que ce que vous faites fonctionne pour vous, que de 1, ça va fonctionner pour tout le monde, et de 2, que vous êtes capable d'expliquer pourquoi ça fonctionne pour vous. Donc aujourd'hui, dans le monde du sport et dans d'autres mondes également, les problèmes viennent souvent d'une opposition d'idées entre la science et le terrain. Et comme tout extrême dans ce monde, être dans ces extrêmes, c'est toujours négatif. Geek & Fit, pour sa part, ne juge que par la science. En tout cas, c'est ce qui transparaît à travers ses vidéos. Et de l'autre côté, Frédéric Delavier ne juge que par l'expérience de terrain. Et de nouveau, c'est ce qui transparaît à travers ses vidéos. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité. Ce qui se passe en amont derrière, je ne les connais pas assez. Mais ce qui transparaît à travers leurs vidéos, c'est Geek & Fit du côté de la science et Delavier du côté du terrain. Cela étant dit, et pour éviter de faire cette même erreur, même si le mot erreur n'est pas bien utilisé dans ce cas-ci, essayons d'aller voir du côté de la science et du côté du terrain pour voir si une tendance se dessine à travers ce fameux dos rond, dos plat, danger de soulever une charge avec un dos rond, et notamment en ce qui concerne le deadlift. Mais avant ça, comprenons exactement de quoi on parle. Si on se lance dans un débat, il est super important de savoir ce que vous entendez par dos rond. Est-ce que vous me parlez de vos thoraciques qui sont arrondis? Est-ce que vous me parlez de vos lombaires qui sont arrondis? Est-ce que votre représentation du dos rond, c'est un Jefferson curl? Pas évident à dire ce mot-là. Ou est-ce que votre réalité, c'est un dos légèrement arrondi, est un dos arrondi, puisque par définition, il n'est pas plat. Et oui, si on rentre dans un débat et qu'on a déjà tous les deux une réalité extrêmement différente, autant vous dire que ce débat va nous mener nulle part. Je vais y arriver. Donc avant de discuter avec quelqu'un, essayez de bien comprendre la réalité, la puissance du mot qu'il utilise, la définition qu'il met derrière ce mot. Ici, on va discuter des deux, des thoraciques arrondis, des lombaires arrondis. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce qu'il y a danger? Point d'interrogation. Ce chapitre, c'est juste pour remettre dans le contexte. Soulevé de terre classique et soulevé de terre roumain ou Romanian deadlift, ce ne sont pas les mêmes mouvements pour un recrutement musculaire légèrement différent. Selon la science, le soulevé de terre classique recrute d'abord les érecteurs du rachis et les quadriceps en même temps, vient ensuite les ischio-jambiers et les fessiers. Le soulevé de terre roumain, lui, c'est d'abord les érecteurs du rachis et les ischios, ensuite seulement les fessiers et viennent ensuite les quadriceps. Tout simplement parce que sa position avec un bras de levier beaucoup plus long au niveau des muscles dorsaux, des érecteurs du rachis, avec une antéversion légèrement plus forte au niveau du bassin, on a une meilleure tension sur les ischios et la charge est légèrement avancée, donc on en revient sur ce fameux bras de levier qui augmente. Ça, c'est ce que dit la science. Et pour le terrain maintenant. Bien sûr, le terrain, pour le soulevé de terre roumain, à partir du moment où les gens comprennent exactement ce que veut le mouvement, quelle tension doit être appliquée sur quel muscle, c'est plutôt vrai. Et pour le soulevé de terre classique, c'est plutôt vrai, même si on recense certaines personnes qui ont du mal à ressentir leur quadriceps parce que les tensions musculaires dans le dos sont trop fortes. Et ce pour différentes raisons, et je l'explique dans cette vidéo, mais globalement, vous avez une structure qui ne peut pas bouger, suivie de certains réflexes archaïques qui engendrent une trop grande dépense énergétique à certains endroits. Et ensuite, vous avez les préférences motrices naturelles du pratiquant. Tous ces paramètres représentent la réalité du pratiquant et peuvent expliquer pourquoi j'ai plus de tension dans le dos que dans les quadriceps, ou inversement. Nous, on va s'attarder sur le soulevé de terre classique parce que non seulement c'est lui qui est représenté en compétition, c'est lui aussi qui fait énormément de bas et puis c'est lui qui est largement représenté dans les salles de fitness lorsque l'on veut gagner en force ou en hypertrophie. Pour répondre à la question des thoraciques arrondis, on va la jouer de manière très simple. On va d'abord aller regarder au haut niveau ce qui se fait. Arnold Schwarzenegger, 1966, thoracique arrondi. Steve Wilson, 1977, thoracique arrondi. Lamar Gant, 1988, thoracique arrondi. Eddie Hall, 2016, thoracique arrondi. Bill Kazmaier, 1981, thoracique arrondi. Hafthor Björnsson, 2017, thoracique arrondi. Kirk Karwoski, thoracique arrondi. Doug Hume, 1979, thoracique arrondi. Frank Colombo, thoracique arrondi. De Panache, thoracique arrondi. Ed Cohen, thoracique arrondi. Vous n'êtes pas d'accord avec moi sur le fait que les thoraciques sont arrondis? Peut-être que notre réalité diffère tout simplement quant à la définition de ce que c'est arrondi. Pour moi, c'est arrondi puisque par définition, ce n'est pas plat. Peut-être que pour vous,
eh ben, c'est suffisamment plat. Ou ce n'est pas assez arrondi pour dire que c'est arrondi. Donc ici, le débat n'est pas de savoir si c'est arrondi ou pas arrondi, c'est qu'est-ce que vous appelez arrondi. Mais dans tous les cas, une fois que la charge est extrêmement lourde, un RM, on observe qu'une grande majorité de la population, pour ne pas dire tout le monde, a les thoraciques arrondis, selon votre définition que vous donnez de l'arrondissement du dos. Et maintenant, on garde ces mêmes images et on observe plutôt les lombaires. D'après vous, est-ce que c'est arrondi ou pas? Pour moi, selon ma réalité, eh bien globalement, les lombaires de la plupart de ces personnes sont plates, donc ne sont pas arrondies. Dans tous les cas, je ne vois pas de rétroversion de bassin, je ne vois pas d'antéversion de bassin excessive non plus, donc je vois quelque chose qui est plutôt plat. Et dans les fitness, eh bien les formes de corps que j'observe lors des soulevés de terre lourds, c'est souvent avec des lombaires qui sont plutôt plates, parfois avec une légère rétroversion de bassin selon le prisme par lequel vous dites que c'est plat ou c'est arrondi. Et il y a une minorité de personnes qui exagèrent complètement l'antéversion de bassin, mais sans doute parce que ces personnes sont totalement capables de le faire depuis le départ. Et on en revient sur cette fameuse pyramide de l'action avec la structure de base. Oui, vous avez des personnes qui ont une lordose de base, qui est relativement prononcée. Et dans cette structure, vous retrouverez aussi des gens qui sont hypermobiles du bassin, que l'on appelle les hyperlaxes, et qui sont capables d'avoir une lordose, une antéversion de bassin relativement prononcée, même lorsque vous mettez beaucoup de flexion. Cependant, la science par rapport à cette antéversion de bassin avec le port d'une charge lourde dans une hyperflexion montre, ou en tout cas tend à démontrer, qu'une flexion d'une vingtaine de degrés, donc plus ou moins de 35%, est systématiquement présente, même chez les personnes qui ont la plus grande lordose lors de l'étude. Autrement dit, personne ne peut s'empêcher de fléchir le bassin naturellement lors d'une flexion et lors d'un port, d'une charge lourde. Est-ce que pour autant, c'est sujet à problématique? Voilà une bonne question. Donc si certains d'entre vous voient une flexion, d'autres ne voient pas de flexion, certains voient le dos arrondi, d'autres le dos plutôt plat. Eh bien la question n'est pas de savoir si ce dos est arrondi ou s'il est plat, c'est plutôt de savoir s'il est arrondi, puisque c'est le sujet du débat, est-ce que cela cause plus de problématiques? Autrement dit, est-ce que porter une charge lourde avec le dos arrondi, quel que soit le degré de flexion, est problématique pour le corps et engendre des douleurs ou des blessures? Clairement, la science ne sait pas. Certaines études suggèrent que porter le dos arrondi au niveau des thoraciques est plus sécurisant pour votre dos. D'autres que la flexion thoracique augmente le risque d'hernie discale et les maux de dos. D'autres encore suggèrent qu'il n'y a aucun lien entre le port de charge lourde et les douleurs ou les blessures lombaires. D'autres études suggèrent encore qu'il y a un meilleur maintien du dos lorsqu'elle est légèrement arrondie. Je vous mets les différentes études que j'ai été lire, n'hésitez pas à aller faire vos propres recherches, bien sûr elles ne sont pas toutes là, il y en a certaines qui sont à prendre en compte, d'autres pas, comme celle de McGill avec l'étude sur les pores, mais c'est quand même intéressant d'aller la lire pour voir à quel point bien la science parfois peut être biaisée, ou en tout cas l'utilisation de la conclusion peut être biaisée. Ici, l'exemple est de vous montrer que la science est plutôt à 50-50 sur ces questions et finalement comme sur de nombreuses questions sur le sport. Rien n'est noir ou blanc. Alors ça, c'est du côté de la science. Mais qu'est-ce que nous dit le terrain maintenant? On retrouve beaucoup de personnes dans les commentaires, notamment de vidéos, qui se sont blessées avec le dos rond lors du soulevé de terre. Mais on remarque aussi que beaucoup de personnes nous disent que depuis longtemps, elles soulèvent avec le dos rond et n'ont jamais augmenté le nombre de blessures au niveau du dos, ne se sont jamais blessées au niveau lombaire ou au niveau thoracique. Donc si on est réellement objectif, et que on sait que potentiellement le degré de flexion va différer en fonction de votre définition, eh bien personne sur le terrain ne sait réellement si on peut fléchir ou pas le dos. Et c'est pour ça notamment que ça fait débat depuis très longtemps. Et pourquoi on ne sait pas, outre cette fameuse définition de départ? Aussi parce que les douleurs de dos ne sont absolument pas bien connues aujourd'hui. Selon certaines études, la dégénérescence des disques intervertébraux entre S5 et L1 serait explicable grossièrement à 50%. Ça veut quand même bien dire qu'on ne comprend pas tout, et sur le terrain, eh bien, ces différents débats autour du port de charge lourde avec un dos arrondi démontrent bien qu'on ne sait pas
Et ça, je pense qu'il faut l'accepter, c'est pas grave. Cependant, ce que nous montre le terrain aujourd'hui, c'est que plus l'intensité augmente, plus votre charge lourde est grande, plus vous augmentez le risque de blessure ou de douleur. Oui, blessure et douleur, c'est pas tout à fait la même chose, mais je vais pas m'étaler sur ce sujet parce que sinon la vidéo va être beaucoup trop longue. Je vous laisse aller vous renseigner sur différentes vidéos avec cette différence douleur-blessure. Revenons plutôt à cette intensité. Plus vous augmentez l'intensité, donc la charge portée, plus vous augmentez le risque de douleur ou de blessure. On le voit d'abord dans les commentaires, parce que souvent les gens blessés au niveau du dos lors du soulevé de terre l'ont fait parce qu'ils portaient des charges lourdes. Mais aussi, vous avez différentes études qui montrent que les athlètes ont plus de chances, ont 2 fois plus de chances de se blesser lors d'une compétition. Alors, une des explications pourrait être avec cette fameuse pyramide qui explique assez bien la zone protégée, qui expliquerait que sur des situations plutôt stressantes, avec un haut taux d'adrénaline, eh bien, le corps est capable d'aller chercher d'autres fibres musculaires qu'il n'a pas l'habitude d'aller chercher en dehors de ces zones de stress. Globalement, l'étude, elle montre que en dehors de situations de stress, vous allez chercher plus ou moins, vous recrutez plus ou moins 70% de vos fibres musculaires lors d'efforts maximaux. Et ces efforts supramaximaux, là où vous voulez aller chercher encore plus lourd, eh bien votre système nerveux, il protégerait votre corps pour éviter justement d'aller blesser en réalité votre corps. Un peu comme quand ces personnes sont électrocutées ou foudroyées, elles le sont tellement que les muscles viennent se crisper, les tendons tirent sur les os et les os peuvent être brisés. Et donc ce qui pourrait expliquer, de nouveau, c'est l'une des explications plausibles, ça ne veut pas dire que ce n'est que celle-là et ça ne veut pas dire que c'est celle-là, mais globalement, un trop grand accès à la force musculaire pourrait venir s'auto-détériorer. Là où vous avez une force, vous avez une faiblesse. Eh bien la force de l'être humain, c'est de pouvoir mettre une certaine force grâce à une contraction musculaire, mais il semblerait qu'une trop grande contraction musculaire pourrait devenir délétère pour le corps. Et donc le système nerveux bloque cet accès, sauf dans des cas, des situations extrêmes, comme on a déjà entendu ces fameuses personnes qui sont capables de soulever des voitures pour dégager des enfants. Il y a des faits qui ont été relatés. Sauf que ces personnes-là, elles ont fait quelque chose d'extraordinaire, mais aujourd'hui, elles en payent les pots cassés puisque, notamment, vous avez cette jeune fille qui a soulevé son père dessous le pick-up et aujourd'hui, elle a le dos complètement en vrac. Comme si cette zone protégée avait été rendue accessible, mais au détriment ici des lombaires. Une deuxième explication pourrait être que lorsque l'on veut faire plus, lorsque l'on veut faire vite, lorsque l'on veut faire trop vite, trop fort, trop loin, eh bien c'est la même chose qu'un système d'accélération. Un système d'accélération sur un système nerveux, c'est un système orthosympathique. C'est un système qui met en état de stress. Or, ces chaînes musculaires, elles sont bien positionnées à l'arrière du corps. Ce sont des chaînes d'extension, des chaînes d'ouverture. Et donc l'accélération, le stress, la fatigue met beaucoup plus de tension dans les chaînes postérieures. Et donc sur un mouvement où il y a de la flexion, eh bien potentiellement avec plus de charge, plus de lourd, eh bien potentiellement vous créez plus de tension dans les chaînes postérieures, ce qui pourrait être à nouveau une explication des douleurs de dos. Donc la science ne peut pas répondre à 50% des douleurs de dos, elle ne sait pas trop et voici 2 explications qui pourraient être. Donc la première, c'est cette fameuse pyramide avec l'accès à cette zone protégée. La deuxième, ce serait bien tout simplement une suractivation de la chaîne postérieure qui égale l'accélération, qui égale le stress parce que on tente de faire sa charge la plus lourde. Alors jusqu'à maintenant, nous avons parlé d'experts qui ont l'habitude de porter des charges lourdes. Est-ce que pour autant, ce qu'on a dit doit devenir une règle universelle applicable à tous? En parlant de règle universelle, je vous conseille de faire une petite pause dans cette vidéo et d'aller voir cette vidéo dans laquelle j'explique la différence entre la réalité du débutant et la réalité de l'expert dans le monde du fitness et les problématiques que ça peut engendrer quand vous coachez ou quand vous pratiquez. Mais revenons à notre sujet. Est-ce que ce que nous avons dit jusqu'à maintenant pour les experts est valable pour les débutants? Bien sûr que non. Et là, je vous renvoie au premier principe de base pour ne pas se blesser et qui pour autant est un des facteurs majeurs de blessure, le principe de progressivité. Quand vous êtes débutant, votre corps n'est pas prêt à subir les contraintes au niveau tissulaire, au niveau mécanique, au niveau osseux, au niveau articulaire et même au niveau de la coordination. Et ça, il ne faut pas avoir fait un doctorat en sciences du sport pour le comprendre. Par contre, ça ne veut pas dire qu'un débutant ne peut pas faire de soulevé de terre.
Ça veut dire qu'on doit tout simplement respecter deux principes avec ces personnes-là. Le principe de progressivité et la pyramide de l'action. Le principe de progressivité, je ne reviens pas dessus, ça coule de source pour tout le monde, en tout cas, je l'espère. On laisse les tissus se renforcer, on les laisse s'adapter pour être plus fort la prochaine fois. C'est le principe d'antifragilité. Et vous avez remarqué que je n'ai pas parlé de bonne technique avant de mettre des charges. Alors pourquoi? Parce que si je dis bonne technique, vous allez tous individuellement replonger dans votre réalité et repenser à la meilleure technique idéale selon vous. Or, selon moi, la bonne technique, la meilleure technique est la technique qui s'adapte à votre bagage. C'est ce qui nous amène à la pyramide de l'action proposée par Volodalen, le laboratoire du mouvement dans lequel je travaille une partie de mon temps. Cette pyramide explique tout simplement que ce qui va conditionner votre mouvement, c'est d'abord la structure, ensuite les réflexes archaïques, ensuite les préférences motrices et ensuite vos habitudes. La base de la pyramide n'est pas modifiable et plus vous montez dans la pyramide, plus vous pouvez modifier les différents étages. Et pourquoi j'en parle avec les débutants et pas les experts? Parce que les experts se connaissent beaucoup mieux que les coachs qui veulent venir mettre un cadre par au-dessus, un modèle d'exécution de mouvement, et que selon cette pyramide, eh bien, ils sont plutôt alignés, ils se connaissent parfaitement pour exécuter le mouvement idéal pour eux, à savoir ici le soulevé de terre. Here he comes, Jean-François Caron. Mais les débutants, eux, ils cherchent souvent à associer un mouvement à un modèle qu'ils ont en tête. Et donc il faut qu'ils comprennent cette pyramide de l'action, autant eux que les coachs qui les encadrent, pour pouvoir arriver à un bon mouvement. Ils doivent être alignés par rapport à cette pyramide. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement le mot aligné? Ça veut pas dire que votre structure est parfaite, ça veut pas dire que vous n'avez pas de réflexe archaïque, ça veut pas dire que vous êtes 100% dans votre préférence naturelle, et ça veut pas dire que vos habitudes sont parfaites. Par définition, le corps humain est capable de tout faire, de bouger dans tous les sens. Celui qui dit le contraire n'a juste rien compris à ce que Volodalen explique depuis maintenant une vingtaine d'années. Cependant, notre point de départ pour un même mouvement n'est pas le même pour tous. Et il s'agit de comprendre cette situation de départ pour pouvoir mieux individualiser l'exécution et les consignes. Et encore plus dans les mouvements polyarticulaires qui sont faits sur un axe vertical parce que vous êtes soumis à la gravité, donc au déséquilibre. Et l'objectif d'un corps humain, pour pouvoir mettre de la force maximale, c'est bien d'abord d'être stable. Et oui, certaines personnes ont le bassin rétroversé naturellement, d'autres avec une grande antéversion, une grande lordose. Certains sont laxes du bassin, d'autres sont extrêmement rigides. Oui, certains réflexes archaïques sont encore présents, empêchant certaines personnes de fléchir ou au contraire étant trop mobiles. Même si je suis d'accord avec vous que dans le soulevé de terre, c'est un petit peu moins prédominant. Oui, les préférences naturelles sont importantes parce que une préférence naturelle, c'est simplement une tension qui est mise un peu plus dans une chaîne musculaire, une attention qui est mise un peu plus dans une chaîne musculaire. Et si votre chaîne musculaire, elle est postérieure, à savoir à l'arrière de votre corps, eh bien vous mettez plus de tension, vous mettez plus de rigidité. Or, comment voulez-vous fléchir dans le sol en étant rigide à la fois? Vous comprenez bien que ça, c'est antinomique. Donc oui, tout le monde peut faire un mouvement, mais avec une situation de départ extrêmement différente. On peut donc ajouter au non-respect de principe de progressivité la non-compréhension de la situation de départ via cette pyramide de l'action lors de l'exécution d'un mouvement. Que vous ayez en tête un modèle où il faut soulever avec un dos rond, ou à l'inverse, que vous ayez un modèle dans lequel il faut soulever avec un dos parfaitement plat, si celui-ci ne correspond pas à votre réalité de départ, eh bien vous courez tout droit à la blessure ou à la tension, ou peu importe le mot que vous utilisez, mais en tout cas, il y aura une problématique qui va survenir. La meilleure façon de régler un problème, c'est d'en avoir conscience, de le reconnaître pour pouvoir le résoudre. Ici, pourquoi ne reconnaissons-nous pas que on est tous capables de faire un soulevé de terre, mais peut-être que les manières d'y arriver vont être différentes. Finalement, lorsque l'on observe la science et que l'on observe le terrain, on se rend compte qu'il existe des formes de corps différentes. Certains sont plus arrondis que d'autres et la science aujourd'hui ne peut pas déterminer, ne peut pas prouver, ne peut pas démontrer, ne peut pas suggérer
qu'il vaut mieux soulever une charge avec un dos arrondi qu'avec un dos droit. Pour autant, à haut niveau d'expertise au soulevé de terre, on observe qu'un nombre extrêmement important de sportifs soulèvent avec un dos légèrement arrondi, à partir du moment où arrondi veut dire qu'il y a un angle minime qui s'est installé au niveau des thoraciques ou au niveau des lombaires. Ce qui veut dire que le terrain dessine plutôt une tendance, mais que la science, elle, aujourd'hui, n'arrive pas à trouver de tendance. Ce qui ne veut pas dire que le haut niveau va devenir une règle universelle pour tout pratiquant de fitness. Avant de partir d'une forme de corps qu'il faut adopter, il faut partir de la forme de corps que nous avons en face de nous. Nous savons que nous sommes différents et pourtant nous donnons les mêmes consignes à tout le monde. Donc essayons d'analyser les personnes, de les observer et non pas de les juger en essayant de les faire rentrer dans une case, dans un modèle prédominant que l'on a en tête. Certains sont lordosés naturellement, d'autres sont rétroversés. Certains ont une plus grande tension dans la chaîne postérieure, donc plus de rigidité, alors que certains sont hyperlaxes. Certaines morphologies permettent une bascule du bassin vers l'arrière sans aucun problème, alors que d'autres morphologies empêchent ce type de mouvement sans un grand déséquilibre. Et finalement, quelles que soient les raisons, qu'elles soient anatomiques ou structurelles, qu'elles soient réflexives, qu'elles soient préférentielles, la conséquence est bien une différence de posture, une différence de forme de corps et donc une différence d'exécution de mouvement. Ce qui me fait toujours rire, c'est qu'on est capable de comprendre qu'on n'est pas tous faits pour du saut en hauteur, mais pour le soulevé de terre, tout le monde devrait être capable de porter de la même manière. Au saut en hauteur, si vous n'avez pas un bon ratio taille-puissance, si vous n'avez pas une capacité d'extension sur votre dernier appui, si vous n'avez pas l'aisance de basculer votre corps facilement en arrière, si vous faites moins d'1,85 m, si vous n'avez pas un corps longiligne et notamment un bassin qui est haut perché, eh bien vous ne pouvez pas performer en saut en hauteur. Ça vous paraît logique. Et même si vous vous entraîniez super dur, eh bien votre performance ne serait pas bonne, voire même ridicule par rapport au haut niveau. Même chose en sprint, vous faites un contre-mouvement de jump à 45 cm, considéré comme fibre rapide, super. Sauf que, à très haut niveau de sprint, on est plus ou moins sur une moyenne base de contre-mouvement de jump à 55 cm. Donc autant vous dire que vos fibres rapides ne sont absolument pas assez rapides pour atteindre le haut niveau. Ce qui fera sans doute de vous, si on ajoute de la technique, un bon sprinter, mais pas du tout un excellent sprinter. Donc, pas de haut niveau pour vous. Alors même si les chiffres ne sont pas tout à fait exacts, le raisonnement est là. Vous avez compris la démarche qu'il y a derrière. Alors la question, c'est pourquoi ce serait différent dans un soulevé de terre? Pourquoi ne pas accepter que tout le monde est capable de faire un soulevé de terre, mais avec des formes de corps légèrement différentes, adaptées à sa situation de départ? Pourquoi ne pas accepter qu'il existe plusieurs réalités de départ? Et pour revenir sur ce fameux débat Delavier-Geeking-Fit, eh bien, ils ont tous les deux raison. La morpho-anatomie joue bien un rôle essentiel dans la compréhension d'un mouvement avec un déplacement du centre de masse en 3 dimensions, puisque cette structure ne peut pas être modifiée et différente chez chacun d'entre nous. Donc là-dessus, Frédéric Delavier a complètement raison. Mais cela n'empêche pas de pouvoir porter des charges avec le dos arrondi, ayant maintenant compris ce problème de définition du mot arrondi. À partir du moment où vous respectez le principe de progressivité et de récupération, et je ne cesserai de le répéter, eh bien avec ce même argument que nous sommes tous différents, nous allons utiliser des stratégies différentes pour soulever des charges lourdes, des stratégies qui correspondent à notre réalité. Et pour moi, il est aussi dangereux de dire qu'il n'existe pas de faux mouvement, qu'il existe une seule technique pour soulever de terre. Pour moi, il y a une action mécanique associée à un mot qui nous permet de très vite comprendre de quoi on parle et de mettre une image sur la réalité globale d'un mouvement. À partir de là, j'utilise mes forces et je suis cohérent par rapport à l'atteinte de mon objectif. Entre science et terrain, dos rond et dos plat, entre mouvement idéal et il n'en existe pas. La vérité est entre les deux. Un modèle nous sert à comprendre beaucoup plus facilement la réalité du monde. Mais s'enfermer dans ce modèle est extrêmement dangereux parce que le modèle est vrai pour une population, mais est faux pour une individualité. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé d'y amener de la contextualisation, j'ai essayé de prendre la science d'un côté, le terrain et l'expérience de l'autre. J'ai essayé de ne pas rentrer dans un débat futile d'ego,
mais ici de plutôt poser la problématique et expliquer pourquoi, après des dizaines d'années, cette même problématique est encore présente. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à mettre un commentaire, c'est toujours bon pour le référencement de la chaîne bien sûr. Et ça permet de continuer à débattre autour de ce sujet fascinant. Et bien sûr, moi, ça m'encourage à continuer ce genre de vidéos. Ça favorise mon travail. Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'à la fin et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao!